Je tenais dès le début, en dehors de cette anecdote incroyable de rencontrer un jeune étudiant travaillant sur Charles-Albert Cingria, il y a des signes, le plaisir que j'ai d'être parmi vous, mais aussi la complexité de la pensée de Charles-Albert Cingria. Je vais passer au spectacle, je fais 3 textes. Le premier s'appelle Grand questionnaire. Êtes-vous réactionnaire ou révolutionnaire? Révolutionnaire. Classique ou romantique? Romantique. Préférez-vous la montagne ou les plaines? La montagne. Pourquoi dites-vous cela? Parce que c'est vrai. Ensuite, et surtout pour exaspérer. J'aime mieux n'être pas d'accord que d'accord avec des gens chez qui ces préférences ne représentent qu'un accès tardif à des modes qui furent une élégance d'hier. Ce second sentiment, toutefois, est un peu suspect. Un esprit vraiment libre ne doit pas se laisser atteindre par une question de mode, ni, d'autant plus forte raison, par une exaspération du suranné. Comprenez alors que si je dis cela, c'est pour éviter des confusions. Vous direz-ce que je suis réactionnaire? On comprendrait que je suis nationaliste ou catholique néo-positiviste. Vous dirais-je que je suis classique? On comprendrait que je suis académique. Et devant cette question de la plaine ou la montagne, vous affirmerais-je que je préfère la plaine? On s'imaginerait que je me fais de la montagne une conception qui, de la plaine et de la montagne, est à la fois la négation. Car il y a un romantisme des plaines. Une hystérie littéraire ou picturale des plaines et un classicisme des montagnes. Je ne veux pas que le mot montagne serve à caractériser des données inexactes, non plus d'ailleurs que le mot plaine ou le mot vigne ou le mot mer. À ce propos, aimez-vous la mer? Ou en d'autres termes, préférez-vous la mer ou les lacs? Je n'y vois pas de différence. La mer est bien plus grande. Certains lacs sont immenses. La mer est salée. C'est pas un avantage. Certains lacs, d'ailleurs, le sont aussi. Oui, mais la mer est un... Je vais faire écouter un peu la voix de Charles-Albert Cingria, accompagné au piano par un ancien maître que je ne connais pas. La voix de Charles-Albert. J'avais tout préparé pour partir, et vous savez ce que c'est émouvant, ce moment terrible, quand on tourne les clés 2 fois, 3 fois, elles verront aussi. Ça fait un bruit sonore et sec qui vous fait appréhender les pires choses. 100 fois et plus, j'ai eu cette émotion et cru en partant que je ne reviendrai jamais. On attend alors, on hésite, on reste sur le palier du vieil escalier qui craque. N'ai-je rien oublié? Oui, une chose essentielle. Vite, il faut rouvrir. Tournez à nouveau la clé, le bec de canne 3 fois et 3 fois aussi le verrou. J'ai oublié de vider la théière et le vieux thé se moisira, produisant un goût affreux quand on voudra se faire du thé à l'arrivée. Dans 1 an, 2 ans, 7 ans. Et puis ce n'est pas l'heure. Pas l'heure de partir. Fumer une cigarette, rien qu'une, serait délicieux en relisant n'importe quoi d'un livre qu'on hâte. Ensuite,
Ouvrons le piano, fermons-le mieux, de peur que des papillons de nuit viennent s'étrangler aux cordes et y sécher comme c'est arrivé l'autre fois. C'est un piano carré à bac de bronze acheté 30 francs dans une auberge. Il a un son exquis, sauf quand il y a des papillons dans les cordes. On frappe, je vais ouvrir. C'est une petite voix. Si au télégramme. Vite quelques sous, pas trop pour ne pas étourdir l'enfance. Merci, monsieur. Oh, quelle chance de sacré nom de boucle de chance. J'aurais pu partir si je n'avais pas rouvert pour vider ce vieux thé. Pensez, les amis qui partent aussi m'écrivent de ne pas me préoccuper du train. Ils ont une voiture, une puissante Fiat Vermillon réglée pour l'Angleterre, c'est-à-dire sobre, et d'une ligne exquise, et qui avale toutes les côtes. Et on partira de chez moi, de ma porte, jusqu'à Ouchy. Merci beaucoup. Donc, merci.